Révolution digitale, épisode 106. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digitale with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Notre invité aujourd'hui est le cofondateur et président de KissKissBankBank. Autodidacte depuis l'âge de 18 ans, il a également dirigé des régies dans des grands groupes de marketing sportif pendant une dizaine d'années comme VNU Publishing et Sports5. Pionnier du crowdfunding et acteur privilégié de l'économie collaborative, il prône l'avènement de la troisième révolution industrielle fondée sur la puissance d'Internet et sa structure en réseau. Tribu Digital, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Vincent Ricordo. Salut Vincent. Salut. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Et Vincent, moi je suis obligé de poser cette première petite question d'émission qui est: est-ce que tu es prêt à nous inspirer aujourd'hui ? J'espère mon cher, j'espère. On en est sûr. Et bon voilà, on a fait une petite bio. Elle était toute simple, elle était très courte. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose ? Et avant qu'on parle de tes projets, ce serait peut-être sympa si tu pouvais nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi. Qu'est-ce que je pourrais te raconter ? J'ai toujours monté mes entreprises aussi loin que je me souvienne avec des gens de ma famille ou des amis. J'ai monté ma première boîte à 18 ans avec mes deux meilleurs potes, qui s'appelle Les Rats Musqués. J'ai monté ma deuxième boîte avec mon frère et ma sœur. Et KissKissBankBank, j'ai monté avec ma femme et le cousin de ma femme. Donc je suis un serial family entrepreneur. C'est excellent. Je suis obligé de poser cette autre question alors. Est-ce que c'est facile de monter un business en famille ou avec ses amis ? Écoute, je sais pas comment faire autrement, donc je peux pas te dire si c'est plus facile sans le faire. J'ai toujours eu l'impression réelle qu'en fait des projets de ce type-là un peu foufou à l'origine peuvent se faire que dans un cadre de confiance optimal. Et du coup, ces projets-là sont nés de discussions intimes, donc entre amis ou dans la famille. Donc du coup, elles sont nées comme ça, elles ont grandi comme ça. Et comme j'ai pas d'expérience autre que celle-ci, je suis incapable de te répondre. Pour moi, business à entreprendre égale famille ou amis, c'est comme ça. Voilà, c'est le standard. Non, c'est super intéressant et c'est beaucoup de membres de notre audience ont envie de lancer quelque chose, que ce soit en couple ou avec un ami ou avec un membre de sa famille. Et parfois, on ne se rend pas compte de certaines spécificités de ce genre de relation, et c'est toujours bien d'avoir un retour de quelqu'un qui est passé par là. Mais si dans ton cas, toi, tu n'as connu rien d'autre et que tu nous dis que c'est fantastique et que c'est magnifique tous les jours, écoute, on va sûrement te reposer une autre question par la suite pour savoir comment tu fais. Mais justement, je propose qu'avant qu'on passe à ça, tu nous parles un peu de ton projet du moment. C'est KissKissBankBank. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas en France, connaissent KissKissBankBank, cette plateforme de crowdfunding. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ceux qui voudraient en savoir plus, peux-tu nous expliquer, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi tu as choisi le business model de KissKissBankBank ? En fait, à l'origine, on a voulu monter une plateforme qui permet aux artistes, indépendants, de pouvoir financer leurs projets directement avec leur communauté. Donc du coup, KissKiss est né comme une vision, si tu veux, de supplémentaire de ce qu'on trouvait sur MySpace ou ce qu'on trouvait sur Facebook en 2007, c'est-à-dire la capacité à fédérer une communauté autour d'un individu et donc de lui demander en l'occurrence des fonds pour financer son projet. Voilà, donc ça, KissKiss est né comme ça. Donc on est une plateforme où n'importe quelle typologie de créateur, association,
peut venir déposer un projet et solliciter le public pour le financer. D'accord. Est-ce qu'on peut comparer la plateforme KissKissBankBank avec d'autres plateformes comme Kickstarter, par exemple? Est-ce que ça couvre les mêmes spécificités ou c'est plutôt... On est né en même temps, la même année. Donc, Kickstarter est né en avril 2009 et nous, on est né en mai 2009. Donc là, on est vraiment né la même année. On s'est rencontrés d'ailleurs en juin 2009 au Midem de la musique, avec du coup sensiblement la même vision. L'équipe de Kickstarter d'origine ressemble pas mal d'ailleurs à l'équipe des 3 fondateurs de KissKiss. Ils ont eu comme particularité d'être sur le marché américain et de décoller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que nous, parce que depuis le début, ils sont 30 fois plus grands que nous, depuis le premier jour, et 10 ans après, ils sont toujours 30 fois plus grands que nous. Donc l'écart a pas grossi, mais l'écart reste quand même gigantesque, parce qu'ils ont eu évidemment l'opportunité immédiate de travailler sur un marché qui est beaucoup plus gros. Donc voilà. Donc après, il y a eu depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines de plateformes qui sont montées dans le monde. Donc on fait partie des pionniers de ce mouvement-là et on se ressemble pas mal bigrement les uns les autres. Kickstarter a comme spécificité d'être très axé aujourd'hui sur tous les produits technologiques, tous les produits connectés, naissent quasiment aujourd'hui chez Kickstarter. Nous, on est beaucoup plus culture, musique, cinéma, journalisme indé, et de plus en plus de mode, de design, etc. Donc le fond de la philosophie est la même. Les projets représentés chez eux ou chez nous aujourd'hui diffèrent un petit peu. Oui, et tout d'abord, avant que j'oublie, bon anniversaire, 10 ans quand même, félicitations d'avoir en tout cas tenu jusque-là. Et ce qui est bien, c'est que votre plateforme, elle est vraiment internationale également. Vous êtes en anglais et dans d'autres langues aussi? Oui, on est traduit dans les langues majeures mondiales, en français, évidemment. Et alors justement, pour nos amis belges, on l'a aussi traduite en flamand, parce qu'on a pas mal de projets belges, il fallait les 2 langues. Ah oui. Mais on est évidemment en anglais et en espagnol aussi. Excellent. Et quels sont les projets et les secteurs qui fonctionnent le mieux sur la plateforme KissKissBankBank? Historiquement, on a lancé KissKiss il y a 10 ans avec la musique et l'audiovisuel, qui restent les 2 gros secteurs aujourd'hui. Mais petit à petit, il y a plein d'autres secteurs qui sont venus se mélanger avec ces 2-là. Notamment tout le milieu du design. En design, c'est très large. Ça peut être design de produits, ça peut être design de vêtements, ça peut être design de meubles. On va dire toute la partie design au sens large. Petit à petit, sont venus les projets journalistiques. Tous les médias indépendants quasiment se financent sur KissKissBankBank. Zadig dernièrement, Hebdo, Society, Socialterre, Ouzbek Erika, bref, tous ces magazines un peu indépendants ou ces journaux un peu indépendants sont nés chez nous. On a aussi un mouvement assez important sur tout ce qui est for good, notamment sur l'alimentaire, donc toute l'agriculture en circuit court. Aujourd'hui, se finance pas mal chez nous aussi. Il y a évidemment tout le mouvement des associations diverses et variées, sportives ou caritatives. Et puis de plus en plus, on a un phénomène qui se développe, c'est que ces créateurs viennent en fait tester leurs produits chez nous avant de les amener sur le marché. Donc ils viennent pré-vendre leur gamme. Par exemple, je sais pas, un créateur de lunettes en bois, avant de se lancer dans la distribution, va venir offrir des packs de 1, 2, 3, 4 lunettes à sa communauté qui lui permet de tester son produit en live et d'avoir des réponses immédiates avant de le lancer vraiment dans la distribution. Donc on est de plus en plus une plateforme qui permet aux créateurs de tester leurs produits en direct avec leur marché. D'accord, et c'est un marché évidemment qui est en pleine évolution. Comment ça se passe avec les banques alors? Traditionnellement, vous êtes un peu en disruption avec tout un tas d'autres services financiers. Alors comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, très clairement, sur la partie KissKissBankBank, donc sur la partie don, t'es pas vraiment en frontal avec les banques, parce que de toute façon, les banques financent pas ce genre de projet, historiquement. Donc du coup, on permet à certains de ces créateurs, lorsqu'ils sont venus chez nous, d'être plus crédibles ensuite quand ils vont voir leur banquier. Mais on peut pas dire qu'on disrupte le modèle bancaire sur le modèle de KissKissBankBank, donc sur le modèle du don, parce qu'encore une fois, c'est un modèle qui n'existe pas dans le monde bancaire. Par contre, sur les plateformes qu'on a créées dans un deuxième temps, notamment l'Endopolis, où là on propose aux Français du coup d'investir de l'argent dans des grands programmes de la transition énergétique. Donc là tu peux investir de 20 euros à 10 000 euros ou plus en fonction de ton patrimoine sur des projets qui vont te rémunérer entre 5 et 10% par an. Alors là pour le coup on est vraiment dans ce qu'on appelle le modèle du crowdlending et là on est vraiment en frontal avec les banques. C'est-à-dire que là on vient parfois se substituer, parfois comme une alternative et souvent compléter
des financements bancaires. Donc du coup, on va dire qu'on est une vision de la finance plus moderne, plus dirigée vers l'économie réelle, et petit à petit, ces deux modèles, le modèle bancaire et le nôtre, cohabitent de plus en plus là sur les modèles et les programmes de transition énergétique dont je te parle. La très grosse majorité du programme, sur plusieurs dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions d'euros, se finance dans les banques. Et ces projets viennent chercher chez nous 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros supplémentaires pour faire connaître leur programme de développement auprès du grand public. Donc là, on est vraiment dans une logique maintenant de partenariat assez fort avec des financements complémentaires. Excellent. Et alors aussi, on a, dans la bio, on a mentionné, on a fait référence à la 3e révolution industrielle. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette terminologie, qu'est-ce que c'est que cette 3e révolution industrielle et où est-ce qu'on va avec cette puissance de l'Internet, les capacités qu'ils offrent pour lancer des projets avec des plateformes comme KissKissBankBank? Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision? Oui, alors la 3e révolution industrielle, d'ailleurs, on l'appelle même maintenant la 4e révolution industrielle. Puisqu'elle s'est encore accélérée avec l'intelligence artificielle, mais c'est toute la théorie des économistes comme Jeremy Rifkin, qui du coup voit le monde de demain par le prisme d'Internet et cette capacité d'organiser les individus en réseau, donc de faire fi des pyramides organisationnelles plus classiques qui changent en profondeur les organisations et les sociétés. Donc du coup, c'est la suite de, on va dire, la première révolution industrielle, c'est l'imprimerie. La 2e révolution industrielle, c'est, on va dire, l'électricité et la machine à vapeur, qui sont arrivés en même temps. Et après avoir secoué le monde à la fois sur l'imprimerie et évidemment sur l'électricité, Internet permet aujourd'hui une diffusion de l'information instantanée au niveau mondial et permet également une mise en abîme des conversations entre les individus de façon immédiate et complètement coordonnée. Donc du coup, on est dans une autre facette de l'humanité qui se développe, à savoir cette capacité au niveau mondial, en un instant très défini, de mettre en contact les individus les uns avec les autres, ce qui va évidemment radicalement changer la façon dont nos sociétés s'organisent. Voilà, c'est complètement fascinant et Tribu Digital, voilà, c'était un domaine à explorer. Et avant qu'on passe à ton parcours rapidement, je voulais te demander aussi, voilà, KissKissBankBank, c'est une plateforme, c'est sur Internet. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la plateforme, qui voudrait lancer ou un projet pour obtenir des dons, pour se financer, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Donc, on va sur le site Internet, on s'inscrit. Et voilà, alors, qu'est-ce qui se passe? Sur KissKissBankBank, on va te demander de nous faire une petite synthèse de ton projet. Donc ça se passe en ligne évidemment, donc KissKissBank.com, Google te sort immédiatement l'URL, tu cliques sur le lien, tu arrives sur le site, on te demande de t'inscrire, de te faire une synthèse de ce projet. Là, tu vas rentrer en contact direct, soit sur un chatbot, soit par ton inscription avec un de nos coachs. Donc on a une équipe d'une dizaine de coachs qui au quotidien réceptionnent les projets des gens qui arrivent sur la plateforme. Un dialogue s'instaure. 3 fois sur 4, les projets sont un peu légers, sont encore au stade de l'idée, sont pas assez matures, et on demande aux gens de retravailler leur projet. Et 1 fois sur 4, parce que c'est la moyenne, le projet est donc coaché par un de nos coachs et présenté sur la plateforme quelques jours ou quelques semaines plus tard. Tu as entre 30 jours et 45 jours pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé avec le coach. Et pendant cette période, si tu as atteint ou dépassé ton objectif, et bien évidemment, on t'envoie les fonds, moins la commission de KissKissBankBank est de 8%. Et si tu as échoué pendant cette période de temps et que tu n'as pas atteint ton objectif, on rembourse les internautes gratuitement. L'argent n'est pas envoyé au créateur. On part du principe que si l'objectif n'est pas atteint, c'est que le projet peut pas être abouti comme il a été décrit. Et donc, du coup, on rembourse dans ce cas les internautes pour limiter au maximum les risques de casse sur un projet, même avec quelqu'un de bien intentionné qui, du coup, faute de financement, irait directement dans le mur. Donc voilà le process. C'est assez simple. On a une équipe de coachs qui te suit en fonction du secteur d'activité de ton projet. On a des spécialistes de la culture, on a des spécialistes de l'écologie, on a des spécialistes du lifestyle, on a des spécialistes de la presse indé, on a des spécialistes de la mode. Voilà, on a des spécialistes dans chacun des domaines et ils accompagnent chacun des porteurs de projets en fonction de la typologie du projet. Voilà, les Tribu Digital, si vous avez une idée, si vous avez un projet qui est déjà bien ficelé, on va dire, allez sur KissKissBankBank.
inscrivez-vous et vous parlerez avec un coach. Et qui sait, peut-être votre projet sera le nouveau projet phare de la plateforme. En tout cas, nous, on l'espère. Et prenez donc bien note de tout ça. Nous, maintenant, on va juste passer au parcours entrepreneurial de Vincent, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors, Vincent, on commence par cette question, c'est l'appel à l'aventure. Bon, dans la bio, on a dit que tu étais un autodidacte depuis que tu as 18 ans. Mais quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir un entrepreneur comme tu es maintenant? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi? Alors toujours non, mais je me rappelle à peu près la période où j'ai commencé à ressentir cette envie-là. Je m'ennuyais beaucoup à l'école. Je voyais pas bien. J'étais je pense en seconde ou en première. Je voyais pas bien où ces grandes matières généralistes, potentiellement universitaires, allaient m'emmener. J'étais assez circonspect sur ce que j'allais faire plus tard. Et je suis tombé un jour sur un numéro d'un magazine qui s'appelle L'Expansion. Enfin, ça s'invente pas. Qui est un magazine économique français qui existe toujours, alors, je pense. Et en l'occurrence, dans ce magazine L'Expansion, il y avait des interviews sur les grands entrepreneurs français. Alors c'est rigolo parce que j'ai travaillé chez lui plus tard, mais Jean-Claude Darmon, Bernard Arnault, à l'époque Jackie Seton, qui était le premier importateur de Pioneer et de Sony en Europe. Il y avait également Bernard Tapie, qui était tout jeune dans ces entreprises entrepreneuriales de l'époque. C'était, on va dire, les patrons soit autodidactes, soit autoprogrammés tels quels. Et à travers leur parcours, j'ai tout de suite senti que cette liberté que donnait l'entrepreneuriat et cette créativité que doit générer l'entrepreneuriat était quelque chose qui me correspondait. Et depuis ce jour-là, je me suis toujours dit que je voulais devenir entrepreneur. Ce que j'ai fait relativement vite, puisque 3 ans après, j'ai monté ma première entreprise. Voilà, et on peut dire que tu as énormément d'expérience en termes d'entrepreneuriat et tu as lancé toutes tes entreprises en famille, tu disais, ou avec des amis ou des gens que tu connaissais. Est-ce que tu pourrais nous emmener ici maintenant? Voilà, ça n'a pas dû toujours être facile, c'est ce que je voulais, là où je voulais en venir, mais est-ce que tu pourrais nous emmener dans un de tes pires moments de ton parcours d'entrepreneur? Est-ce que tu peux nous emmener dedans et nous raconter comment tu l'as surmonté? Donc à 18 ans, on monte cette association qu'on a appelée les Rats Musqués, qui était on était des étudiants peu fortunés. Et lorsqu'on est arrivé à Paris, on a tout de suite vu que les grosses soirées étudiantes étaient hors de prix pour nous. On a décidé tous les trois, donc plutôt que d'aller dans les soirées où on serait un petit peu coincé par manque de moyens, on a décidé de monter nos propres soirées. Donc du coup, on a démarché un certain nombre d'endroits et puis on s'est mis à faire le tour des universités, le tour des écoles de commerce, à distribuer des flyers, à coller des affiches la nuit. Et puis petit à petit, ça s'est mis à décoller. On a inventé, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, utilisé un concept à l'époque. C'était 80 francs boissons à volonté, ce qui a marché assez vite dans les écoles. Et petit à petit, en 6 mois, des 2 petites soirées, on était une vingtaine, on est devenus des vrais organisateurs de grosses soirées. D'abord hebdomadaires, tous les jeudis soirs, et puis après tous les jeudis et tous les vendredis, et après on a organisé des grosses soirées le samedi. On a aussi organisé des grosses manifestations sportives pour les écoles. On a organisé des courses de kilomètres lancés aux arcs, on a organisé des courses de chars à voile en Normandie. Bref, on est devenu une petite entreprise par partie de la fête, une petite entreprise d'événementiel. Le marché naissait à l'époque, et au bout de 3 ans, mes 2 collègues et amis ont décidé de vaquer à des métiers professionnels qui leur ressemblaient plus. Et moi, j'ai gardé les Rats Musqués pour transformer cette association qui était très vertueuse, notamment financièrement, en une vraie société, pour le coup d'événementiel. Et là, je me suis retrouvé face à tout ce qu'on apprend quand finalement on a fait peu d'études et qu'on n'a pas été coaché pour l'entrepreneuriat. J'avais pas mal de clients d'origine, vu le parcours des 3 années précédentes, donc le souci n'était pas le développement commercial. Par contre, je me suis trompé dans les recrutements, je me suis trompé dans la gestion de l'entreprise, je me suis trompé dans la gestion justement relationnelle de ses clients. Je voulais à la fois tout faire, je ne savais pas déléguer, je savais pas gérer, je savais pas manager, je savais pas compter. Et du coup, d'une petite association très vertueuse, je me suis retrouvé 2 ans après avec une entreprise d'événementiel qui était beaucoup plus ambitieuse, mais qui était très clairement au-dessus de mon niveau de l'époque, et je me suis pris une bonne petite faillite dans la tronche, bien comme il faut, avec pas mal de dettes. Et donc je me suis retrouvé, après avoir été très successful dans le milieu de la fête,
avec du coup un premier parcours entrepreneurial très chaotique et très négatif. Donc voilà, je suis passé d'un extrême à l'autre en 2 ans, et j'ai évidemment beaucoup appris dans cette période. Je pense que les succès d'après ont été conditionnés par l'échec de ce moment-là. Donc j'en ai toujours des frissons un petit peu quand je le raconte, parce que c'était très dur à vivre psychologiquement, humainement, mais c'est là où j'ai appris vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. Et quand tu as une checklist de tout ce qu'il faut pas faire, tu avances beaucoup plus vite lors de tes tentatives suivantes. Non, et c'est vraiment génial parce que tu as rebondi, c'est ça qui est aussi le plus important. Et je voulais te demander alors ici, qu'est-ce que tu as, en tout cas, si tu pouvais résumer là où les leçons clés que tu as retirées de cette expérience, qu'est-ce que ce serait? Le vrai moment clé en fait de cet échec, c'est les gens que j'ai choisis pour m'entourer. Donc le plus important quand on monte un projet, c'est d'avoir des gens avec soi. Ça va répondre à une autre de tes questions de tout à l'heure. En qui tu as 100% confiance et avec qui tu vas pas pouvoir partager des choses qui peuvent paraître futiles, puisqu'on parle de relations humaines plutôt que de relations business, mais qui sont clés. Donc du coup, la première règle, c'est constituer une équipe qui est forte et une équipe avec laquelle on peut travailler de façon vertueuse, à la fois professionnellement et humainement. Donc c'est le vrai premier conseil, c'est ça. Choisissez bien l'équipe avec laquelle vous vous lancez, c'est vital. C'est une équipe avec laquelle vous allez vivre plusieurs années. Et que ce soit des associés ou des premiers collaborateurs, il faut vraiment savoir bien s'entourer. Ce qui explique d'ailleurs que par la suite, je me suis entouré finalement quasiment que de gens de ma famille, puisque mon seul vraiment gros échec dans ma vie entrepreneuriale s'est fait notamment parce que mes associés de l'époque étaient, on va dire, des connaissances lointaines, ni de vrais amis, ni vraiment des gens de ma famille. Donc pour moi, c'est assez simple, c'est très binaire, c'est la seule fois où j'ai dérogé à cette règle de m'entourer de gens que j'aime vraiment, je me suis cassé la figure. Donc je sais pas si c'est à dupliquer pour tout le monde au niveau familial, mais en tout cas au niveau relationnel, lorsqu'on monte une entreprise, le plus important, c'est de monter une équipe qui tient la route. Oui, et justement, est-ce qu'il y a des critères particuliers que tu, au-delà du caractère familial, mais peut-être dans les collaborateurs, dans le staff que tu recrutes aussi autour de cette cellule familiale, est-ce qu'il y a un critère particulier que tu regardes pour quand tu t'associes avec quelqu'un? Oui, il faut arriver, maintenant je le fais assez facilement parce que j'ai plus d'expérience, mais il faut arriver à poser des briques d'expertise qui soient complémentaires. Que très vite on puisse juger facilement de ce que les uns et les autres peuvent faire et peuvent amener au projet. Super. Et Tribu Digital, j'espère que vous prenez de nouveau bien note. C'est quelque chose qui revient souvent, de bien s'entourer et surtout de s'assurer qu'il y a une bonne complémentarité. Alors Vincent, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode et ici, j'emmène toujours mes invités pour faire une petite pause. Alors, on va soit en pause café, soit en pause cocktail ou en pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale. Alors, que préfères-tu? Pause café ou pause cocktail? Un pause cocktail, si il est un peu tôt pour la Caipirosca, mais on va dire un petit cocktail aux fruits rouges sera très bien. C'est très bien. Et ici, je précise qu'on va dans une pause cocktail à la plage, donc on n'est pas encore en début de soirée, je te rassure. Donc voilà, on est en hamac, on est sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main, l'ambiance est décontractée et relaxante, il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer, philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors, toi, tu as déjà choisi ton cocktail, pour moi c'est la soirée aussi, écoute, je te suis. Alors, première question Vincent, comment gères-tu le stress et la peur? Avec des exercices de respiration. J'ai appris, par chance pour moi, il y a une quinzaine d'années maintenant, les bases du Qigong. Et ça me sert quasiment dans tous les moments où je sens que je commence à perdre le contrôle sur mon mental ou sur mon environnement. Ça me sert beaucoup. Je suis capable de m'extraire aujourd'hui assez facilement quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, ou quand c'est plus compliqué, quelques minutes, et à retrouver mon calme et ma sérénité assez vite. Si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Le dernier livre inspirant que je viens de lire, c'est le dernier bouquin de Laurent Godet qui s'appelle Salima, qui est une histoire de femme africaine qui est juste un bonbon de littérature, et qui, dans une période où on parle beaucoup de l'égalité des droits des femmes dans notre société, est un exemple parfait des points sur lesquels il faut réfléchir pour pouvoir avancer dans cette thématique-là qui est très importante pour nous.
Alors, à quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as peut-être une routine que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top, par exemple? Oui, alors j'ai quelle que soit l'heure à laquelle je me lève, qui est très variée en fonction de ce que j'ai fait la veille, mais on va dire entre 7h et 10h. Je commence toujours systématiquement, sauf exception, par des exercices de Qigong qui vont durer, on va dire, entre 10 minutes et 30 minutes en fonction de mon emploi du temps, qui est vraiment une routine que je respecte quasi quotidiennement et qui me donne un socle de sérénité lorsque je commence ma journée. Et qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Qu'est-ce qui me passionne en ce moment? On réfléchit beaucoup à l'éducation. Comme je te le disais tout à l'heure, je me suis ennuyé fermement à l'école du premier jour au dernier jour. J'ai des enfants qui sont à l'école et qui s'ennuient au moins autant que moi à l'époque, qui sont aussi peu scolaires que je l'étais. Et du coup, dans ma petite tête, parallèlement à ce que je fais sur KissKissBankBank aujourd'hui, est en train de se fomenter des projets d'éducation alternative et d'éducation construite sur la sociologie, la psychologie, la confiance en soi, l'empathie, une vision plus juste de notre rapport à l'environnement. Et j'aimerais bien, j'espère que j'en aurai l'occasion, transformer ces pensées-là en une vraie école alternative dans les années qui viennent. Absolument excellent. Et la dernière question, c'est la plus difficile finalement. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Plein de choses, mais pour le coup, je vais rebondir sur la phrase d'avant. Je pense que ce qu'il faut changer pour que l'humanité fonctionne mieux, c'est la façon dont on éduque tout simplement les très jeunes générations. On est dans une société qui, depuis 50 ans, est de plus en plus mondialisée, ce qui est une chance gigantesque que de pouvoir mêler les cultures du monde entier, mais qui en même temps crée une espèce de surpression, une espèce de surcompétition entre les individus, entre les villes, entre les régions, entre les pays, entre les continents. Et on est aujourd'hui en surchauffe complète dans notre façon de gérer notre environnement, et je pense que tout ça ne pourra changer que si on s'attaque fermement à la façon dont on élève et dont on éduque nos enfants dès la crèche. Donc du coup, si je pouvais changer d'un coup de baguette magique aujourd'hui ce qu'il y a dans le monde, ce serait tous ces programmes scolaires qui perpétuent des générations d'enfants surboostés à la testostérone, surboostés à la compétition, alors qu'aujourd'hui on a besoin plus de coopération et d'intégration dans notre univers et dans notre monde environnant, plutôt que de continuer à être cartésien et à vouloir se rendre possesseur de cette nature qui nous entoure. J'adore absolument ce que tu dis. Je sens on va suivre les aventures de Vincent et les aventures de KissKissBankBank, parce que c'est vraiment un domaine qui moi me tient beaucoup à cœur aussi, et je suis un grand fan de ce que tu viens de dire, Vincent. Merci beaucoup pour ça. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. Doublement, encore une fois, merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs et auditrices de la tribu qui hésitent encore à se lancer ou bien qui se sentent bloqués? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, qu'est-ce que ce serait? Le conseil, ce serait de reprendre en fait la signature de cette campagne de communication que nous venons de sortir pour nos 10 ans, qui était la suivante: c'est con, elle était bien cette idée. L'idée, c'est de se lancer. Il faut absolument, individuellement et collectivement, tenter toutes les expériences entrepreneuriales ou créatives qui nous habitent intellectuellement. Que ce soit des succès ou des échecs, ce sont des chemins qui permettront de construire chacun sa route individuellement et collectivement, et il faut impérativement aller au bout de ses idées et libérer cette créativité. Donc si je devais conclure l'entretien par une phrase, ce serait ça, ce serait libérer votre créativité. Libérez votre créativité, Tribu Digitale, tout est dit. Et Vincent, encore merci. Alors, avant de nous quitter, dis-nous peut-être comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digitale t'écoute. Écoute, non, j'ai pas d'annonce particulière, on a longuement parlé. Ou pour nous suivre, vous pouvez suivre KissKissBankBank sur les réseaux sociaux. Vous les connaissez, les plus connus, et ou me suivre individuellement, même si je suis pas ultra actif moi au niveau perso, je transmets plus quand même des messages via KissKissBankBank que sur mes réseaux perso. Mais pour le coup, on peut me suivre sur Twitter, sur Facebook ou sur LinkedIn, où j'essaye de partager des expériences multiples et variées que je vis à travers KissKissBankBank.
Voilà, et Tribu Digital, vous venez d'entendre Vincent Ricordo partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Vincent dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Vincent sur www.kisskissbankbank.com. C'est bankbank avec un K, pas comme le film. Et allez le suivre sur ses réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn, Facebook. Et je pense que vous pouvez aussi prendre contact directement sur le site de KissKissBankBank. Alors voilà, Vincent, merci encore d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Merci à toi, passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Voilà, Tribu Digital, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Vincent. Alors si c'est le cas, prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur la plateforme de votre choix, sur Apple Podcasts, Castbox, SoundCloud, Spotify, Deezer, etc., etc. Ou encore mieux, inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider, si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram, Revo Digital. On est là pour vous. Vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Je vous le dis à chaque épisode, vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!